La mise en scène est glaçante. Le président tchétchène Ramzan Kadyrov retrouve ce jour-là ses 3 fils de retour d'Ukraine. Eli, 15 ans, Adam, 14 ans et Ahmad, 16 ans. Et ils ne sont pas venus les mains vides. Nous sommes allés sur la ligne de front, voir comment vont les soldats et leur remonter le moral. Nous avons capturé des prisonniers. C'est un cadeau pour toi. Nous n'avons pas réussi à ramener grand-chose d'autre. Bonjour, vous me reconnaissez? Vous m'avez déjà vu, hein? Bah là, vous me voyez en vrai. 3 prisonniers ukrainiens présentés comme des trophées de guerre et jetés en pâture devant les caméras de son équipe de communication personnelle. Vous êtes utilisé comme de la chair à canon. Pourquoi vous faites cette guerre? Tu t'es battu pour quoi, toi? Pour rien, hein? Que va faire Ramzan Kadyrov, un dirigeant réputé pour sa cruauté, de ces 3 prisonniers de guerre? Devant les médias, le leader tchétchène se veut bienveillant. Donnez-leur de bons plats tchétchènes. Montrez-leur l'hospitalité tchétchène. Que sont devenus aujourd'hui ces détenus ukrainiens? Impossible à savoir. Mais une certitude, depuis le début de la guerre en Ukraine, le leader de cette petite enclave musulmane qui dépend de la Fédération de Russie s'illustre plus que jamais en serviteur inconditionnel de Vladimir Poutine. Dès le lendemain de l'invasion russe, Ramzan Kadyrov montre sur sa chaîne Telegram que le Kremlin peut compter sur son soutien logistique et militaire. Il affirme que c'est lui le plus grand fournisseur de combattants volontaires pour l'Ukraine. Sur fond de l'invasion de l'Ukraine, Ramzan Kadyrov, en fait, comme il est dans ce pacte de loyauté vis-à-vis de Vladimir Poutine et que Vladimir Poutine était comme un père pour lui, il est vraiment dans une logique d'obéissance absolue. Je fais ce que Poutine me demande. Vive le Kremlin! Pour moi, Kadyrov est un chien fou de Poutine. En tant qu'individu, il est dérangé mentalement. Il est totalement mégalomane. Il a construit un État dans l'État. On a la Tchétchénie dans la Russie, et en Tchétchénie, vous avez les propres règles de Kadyrov, les propres lois de Kadyrov. Ceux qui le critiquent se font agresser, tabasser, tuer. Kadyrov nous a déclaré une vendetta, à moi et aux membres de ma famille. Il est très cruel. Kadyrov est devenu une figure si puissante qu'on ne peut plus lui régler son compte si facilement. Qui est réellement Ramzan Kadyrov? Quels sont ses liens avec Vladimir Poutine et quelle est son implication dans la guerre en Ukraine? On les appelle les Kadyrovtsi, les combattants de Kadyrov. Ils sont présents en Ukraine, aux côtés de l'armée fédérale russe depuis le début du conflit. Principalement issus des forces de la sécurité intérieure de Tchétchénie. On parle effectivement de 3 000 à 10 000 soldats sur le terrain, ce qui n'est évidemment pas négligeable. Des escadrons réputés pour leur extrême violence. Kadyrov et sa bande, ce sont des monstres immoraux. Ce sont des hommes qui se comportent de façon violente, qui commettent des exactions. Et ce que vous appelez des nettoyeurs, oui, c'est-à-dire en deuxième ligne. L'armée de Ramzan Kadyrov, justement, est utilisée pour terroriser les populations locales, pour tenter de faire fuir les éléments qui seraient trop réfractaires. Terroriser la population via l'armée, mais aussi via des déclarations qui font froid dans le dos. Le 2 octobre dernier, Ramzan Kadyrov appelle Poutine à utiliser la bombe atomique. À mon avis, des mesures plus drastiques doivent être prises, jusqu'à l'utilisation d'armes nucléaires de faible puissance. Vu le tollé suscité dans le monde entier, le Kremlin décide, en apparence, de prendre ses distances et qualifie Kadyrov
d'émotif. À travers les déclarations du président tchétchène, le Kremlin observe les réactions. Il faut comprendre qu'en réalité, c'est Poutine qui parle à travers la bouche de Kadyrov. Ramzan Kadyrov fonctionne un peu comme une forme de voltigeur. C'est-à-dire qu'en donnant l'impression qu'il ne représente que lui-même, en réalité, il prépare la population à des événements plus graves qui pourraient se dérouler dans le futur. Ramzan Kadyrov a développé tout un narratif où il se fait fort de devancer tout ce que pourraient être les projets du Kremlin en Ukraine. Poutine et Kadyrov sont comme des frères siamois. Ils ne peuvent exister qu'ensemble. Un duo indissociable formé il y a 18 ans. Vladimir Poutine le reçoit en 2004 au Kremlin, pour la première fois en tête-à-tête devant les caméras. Vladimir Poutine a fait venir Ramzan Kadyrov qui est arrivé en jogging sous les ors du Kremlin dans ce face-à-face qui est resté mémorable. Là, il y avait quelque chose de symbolique qui était effectivement lancé au public et au grand public, et également un message très clair qui était envoyé, qui était une forme de parrainage, en fait d'adoption après la mort du père de Kadyrov. Le père de Kadyrov, Ahmad Kadyrov, alors à la tête de la Tchétchénie, a été tué quelques heures auparavant dans un attentat à la bombe à Grozny, la capitale. Toutes ces années, il a protégé la Tchétchénie, les Tchétchènes et lui-même. Il a mis sa république sur le chemin de la paix. Le peuple tchétchène avait choisi mon père. Un choix raisonné. Pourtant, les Kadyrov n'ont pas toujours été dans le camp de Moscou. À la chute de l'URSS, en 1991, un mouvement indépendantiste a vu le jour en Tchétchénie, provoquant 2 guerres sanglantes contre la Russie. Le père, en tant que moufti de la Tchétchénie indépendantiste, avait effectivement appelé chaque Tchétchène à tuer 100 Russes pendant la première guerre de Tchétchénie entre 1994 et 1996. Et puis ensuite, donc, il a été retourné, en quelque sorte, par Moscou et recruté. Et voilà, il a joué ce rôle-là. Il est devenu officiellement président donc, de Tchétchénie loyal à Moscou en 2003. Et le jour de cet entretien, c'est au tour de Ramzan de jurer officieusement fidélité au président russe. Poutine, à ce moment-là, passe officieusement tous les pouvoirs à Ramzan Kadyrov. Il n'avait pas le droit d'être encore président parce qu'il avait moins de 30 ans et c'est interdit dans la constitution russe, mais officieusement, avec cette image-là, il dit « ce sera toi le futur président du pays ». En 2007, à seulement 31 ans, il devient président de la Tchétchénie. L'équivalent au départ d'un poste de gouverneur de l'une des nombreuses républiques qui constituent la Fédération de Russie. Je remercie les Tchétchènes de m'avoir choisi comme président du pays. Et si vous me faites confiance, alors je servirai la Russie. Une passation de pouvoir, mais sous certaines conditions. Les deux hommes ont besoin l'un de l'autre. Ramzan Kadyrov a besoin de Vladimir Poutine a besoin de Ramzan Kadyrov. Donc déjà, on est dans une relation de don contre don. Moscou a en fait mis en place un système de pacte Moscou-Grozny qui était Vladimir Poutine exige de Ramzan Kadyrov que Ramzan Kadyrov maintienne l'ordre en Tchétchénie, se fasse en fait la tête de pont de la lutte antiterroriste. Et Ramzan Kadyrov utilise Vladimir Poutine pour avoir une aide financière. C'est l'État central qui finance en grande partie la Tchétchénie. La République caucasienne est alors un cimetière à ciel ouvert. Elle a perdu près de 15% de sa population dans ses combats contre l'armée russe, soit près de 150 000 morts. Grozny est anéanti. Il faut tout reconstruire. La ville est détruite à 90%. Il n'y avait plus un immeuble debout, c'était rasé. Et j'y suis retourné plusieurs fois après, et 5-6 ans après, la ville était quasiment entièrement reconstruite. Kadyrov donnait des ordres pour reconstruire la ville. Les gens travaillaient jour et nuit et personne ne s'opposait à ce désir ultra puissant de Kadyrov de reconstruire la Tchétchénie.
Je donne des ordres et je vérifie sur le terrain que le travail est bien fait. En quelques années seulement, Grozny sort de ses ruines. Des gratte-ciel apparaissent un peu partout et une gigantesque mosquée, la plus grande d'Europe. C'est le joyau du chantier du jeune leader. Des travaux titanesques qui lui font gagner en popularité. Ramzan Kadyrov, il se comporte un peu comme le petit père des peuples, comme Joseph Staline. Il va à la rencontre de la population. Régulièrement, il valorise justement sa politique. Moscou déverse des flots de pétro-roubles sur Grozny, en l'occurrence aussi personnellement dans la poche de Ramzan Kadyrov, qui s'est énormément enrichi. Et il ne s'en cache pas. En paradant au volant de ses voitures de luxe, il peut remercier Moscou. Vladimir Poutine, je fais ce qu'il me demande. Vive le Kremlin. Fan de bling-bling, Ramzan Kadyrov se fait également construire de nombreuses propriétés de luxe. Je suis allé dans 3 ou 4 de ses propriétés et domiciles personnels. Voilà la salle de bowling. C'est sympa ici. Ce qui marque, c'est le luxe très kitsch des propriétés. Quand on arrive chez lui, on est impressionné. Toutes les pièces sont immenses, il y a de la décoration lourde partout. Il a même un musée d'armes. Je suis rentré dans son musée où il collectionne ses armes. Il y a des Kalachnikov en or, il y a des fusils en or. Il a un plaisir à montrer ça. Et à côté de cette salle-là, il y avait par exemple un aquarium avec un requin à l'intérieur. Collectionneur d'espèces animales protégées et surtout de fauves. Que vous soyez président ou simple citoyen, le puma ne fait pas la différence. Il ne faut pas l'approcher, n'est-ce pas? Oui, c'est pour ça qu'il est mieux qu'il soit en cage. Comme ça lui est égal de qui il s'agit. Là, il va se mettre à pleurer. Autre passion du dirigeant tchétchène, les stars. Il y a encore quelques années, elles étaient nombreuses à venir lui rendre visite. Kadyrov, quand il n'était pas aussi décrié qu'aujourd'hui, quand il fêtait l'anniversaire de la reconstruction de Grozny ou son anniversaire à lui, ce sont la même date, c'est le 5 octobre, Kadyrov invitait des stars internationales. On a vu Larry Swank, on a vu Jean-Claude Van Damme. Il y a Gérard Depardieu également qui est venu à Grozny. À Grozny, on est très bien. Des sourires, les filles sont belles, la bouffe est bonne. Des déplacements, non pas pour l'amour du pays ou de son président. Moi, je connais certains chiffres. Pour ce qui est des grandes stars acteurs américains, eux, ils auraient touché plus d'1 million de $. Pour ce qui est des joueurs de football, sans citer les noms des joueurs de qui a touché quoi, mais on peut dire qu'ils ont touché entre 50 000 € et 500 000 € pour les plus grosses stars. Les joueurs comme Papin, Maradona, etc., quand ils sont arrivés en Tchétchénie, beaucoup ont reçu en cadeau de Kadyrov une montre. Et ce sont des montres qui valent plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de milliers d'euros pour certaines. Sur le terrain, Kadyrov n'a pas hésité à enfiler le maillot pour donner une petite leçon de football. Et sans surprise, l'équipe de Maradona a perdu contre lui 5-2. Donner des leçons en toutes circonstances et à n'importe qui, c'est un peu sa spécialité. Ce ministre a visiblement commis une faute grave. Vous avez demandé de réparer ce bâtiment et rien n'a été fait. Il sera donc réprimandé, non pas dans son bureau, mais sur le ring.
Après avoir combattu, le ministre s'est calmé. Je lui ai fait mal exprès pour qu'il travaille ses coups sur moi. Pourquoi est-ce qu'il devrait rester chez lui à s'énerver, à crier? Qu'il vienne boxer contre moi. Kadyrov gère très bien sa communication. Il sait parfaitement ce qu'il dit, ce qu'il va dire, ce qu'il met en scène. Pour ça, il a une sorte de task force autour de lui. Plusieurs caméramans, plusieurs photographes. Et ces personnes-là doivent être capables de le suivre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est un homme qui comprend les réseaux sociaux, qui comprend qu'un bad buzz reste un buzz, qui comprend qu'en existant via les réseaux sociaux de manière générale, il peut avoir une audience planétaire. Il réussira à compter près de 4 millions d'abonnés sur Instagram et Facebook, soit plus de 2 fois plus que la population tchétchène. Dans ses vidéos, Ramzan Kadyrov redouble d'imagination pour illustrer sa virilité, constitutive de l'identité tchétchène selon lui. Le voici donc en train de chevaucher sa monture, en train de maîtriser un alligator, ou encore pousser de la fonte. Je ne dors que 2 ou 4 heures par nuit. Pour moi, c'est normal. Ramzan Kadyrov n'hésite surtout pas, lui, justement, à montrer sa force et notamment à utiliser les réseaux sociaux pour montrer que si vous vous opposez au régime, alors vous risquez gros. Je vais te retrouver et on verra bien lequel de nous deux est Satan. Et ce ne sont pas des paroles en l'air. Nous sommes allés à la rencontre d'un homme qui peut en témoigner. Il a fui la Tchétchénie et la Russie. Il vit désormais sous protection policière. Pour des raisons de sécurité, nous ne pouvons pas dévoiler le lieu de l'interview. C'est ma carte officielle, signée par le président Poutine, qui m'a nommé au poste de juge de la Cour suprême de Tchétchénie. Pendant 3 ans, Saïda Yangoulbayev a exercé en Tchétchénie l'une des plus hautes fonctions dans le système judiciaire russe. C'est la première fois qu'il accepte de se confier à une télévision étrangère. À ce poste, j'ai compris que le clan Kadyrov montait les dossiers de manière arbitraire. Il tentera de dénoncer ces abus au président de la Cour suprême, sans succès. En 2015, il finit par démissionner. Toute personne mécontente du régime de Kadyrov fait l'objet d'enlèvement sans aucun acte de procédure, de manière illégale. On la détient d'abord quelque part, dans des prisons illégales, on la passe à tabac et on voit si elle fait des aveux. Et ensuite, on la met devant une caméra et alors elle doit demander pardon. Donc ça, c'est une méthode très répandue. Sur cette vidéo, un adolescent de 16 ans contraint de s'excuser à la télévision pendant 3 quarts d'heure après un post dénigrant le régime. En 2017, le spectacle est terminé. Les comptes Facebook et Instagram de Ramzan Kadyrov sont supprimés, juste après avoir été reconnu coupable par les États-Unis de graves violations des droits humains. Mais la répression continue. Pour comprendre l'ampleur des crimes de ce dictateur, direction Moscou, où vit Oleg Orlov, l'une des figures et cofondateurs de l'ONG Mémorial. Il nous reçoit au milieu des cartons, dans leurs bureaux qui, depuis notre interview, ont fermé. Dissoute par le Kremlin, puis récompensée par le prix Nobel de la paix en octobre, son association jouait le rôle de dernier verrou face au régime de Poutine et de Kadyrov. Tous ceux qui travaillent à Mémorial sont considérés par Kadyrov comme des traîtres à la nation. Et c'est pour cette raison qu'évidemment nous avons reçu des menaces, comme par exemple en 2019, lors d'une réunion de son gouvernement, où il nous a clairement intimidés, des propos retransmis à la télévision. Tous ceux qui veulent nous diviser, créer la discorde, si nous n'arrêtons pas ces gens-là,
si nous ne les mettons pas en prison, si nous ne leur faisons pas peur, si nous ne les tuons pas, alors rien ne marchera dans notre pays. Un appel au meurtre public contre toute opposition. Et parmi les ennemis de sa nation, les homosexuels. Il lance une véritable traque dans le pays, mais aussi au-delà des frontières contre les membres de la communauté LGBTQ tchétchène. Nous n'avons pas de gens comme ça ici. Nous n'avons pas d'homosexuels. S'il y en a, qu'ils s'en aillent pour purifier notre sang. Ils ont été fabriqués. Ce sont des démons, des vendus. Ce ne sont pas des êtres humains. Qu'ils aillent au diable pour leur calomnie. De toute façon, ils devront rendre des comptes devant Dieu. C'est un homme très cruel, extrêmement cruel. Toute personne sensée doit se méfier de lui. Ceux qui le critiquent ou ceux qu'il considère comme ennemis à la nation disparaissent. On leur tombe dessus, on les frappe et on les tue. L'affaire la plus médiatique concerne une célèbre journaliste russe d'opposition, Anna Politkovskaya. En fait, parmi ceux qui se font la guerre, j'ai peu d'amis mais un tas d'ennemis. Bien sûr, il y a de quoi avoir peur pour ma vie, mais j'essaye de ne pas y penser. Le 7 octobre 2006, jour anniversaire de Vladimir Poutine, la journaliste est assassinée dans la cage d'escalier de son immeuble. En ce qui concerne la mort d'Anna Politkovskaya, voilà ce qu'on peut dire. Sans la participation des forces de l'ordre tchétchène, une telle chose n'aurait pas pu se passer. Ces hommes sont directement sous les ordres de Ramzan. L'enquête de la justice russe n'a jamais pris la peine de remonter jusqu'au commanditaire. Et quand il ne peut pas s'en prendre directement à son ennemi, il cible la famille. En République tchèque, quelque part dans la capitale, nous avons rendez-vous avec deux frères tchétchènes exilés. Il y a quoi aujourd'hui sur ton site? Comme d'habitude, Kadyrov fait de la propagande avec ses enfants et prétend qu'il les a envoyés faire la guerre. Aboubacar est avocat des droits humains, spécialisé dans les enlèvements et les meurtres commis en Tchétchénie. Ibrahim, lui, est à la tête d'un média d'opposition. Actuellement, on a 83 000 followers. Nous avons une chaîne Telegram, YouTube, un site et on est présent sur le Facebook russe. Kadyrov les considère comme des cibles de premier choix. En 2015, ils sont emmenés de force chez le leader tchétchène et battus devant lui. Mais Ibrahim ne sera pas relâché comme son frère. J'ai été torturé pendant des heures, à l'électricité, puis battu. Ils adorent frapper aussi avec des tuyaux en PVC, car ça ne laisse pas de traces. Ils tapent sur les muscles, les cuisses, le dos, etc. Ces marques disparaissent complètement 2 semaines après. C'est le FSB qui les a formés à ça. Il reste en détention 6 mois avant d'être à nouveau arrêté entre 2017 et 2019. Tous les deux ont réussi à fuir. Aujourd'hui, leurs têtes sont mises à prix à $1 million. Pourtant, ils refusent de vivre cachés et témoignent publiquement pour dénoncer un autre drame qui touche encore leur famille. Ce que je redoutais le plus a fini par arriver, l'enlèvement d'un de mes proches. C'était cette année, en janvier. Ma mère m'a appelé en disant qu'autour de la maison, il y avait des hommes de Kadyrov, qu'il y avait de gros 4x4 noirs avec des vitres teintées à l'extérieur. Leurs parents sont pris pour cible. Leur mère, Zarima, et leur père, Saïda Yangoulbayev. Il s'agit de l'ancien juge de la Cour suprême qui s'est lui-même opposé au régime de Kadyrov. Il est en exil comme ses fils, mais dans un autre pays. La scène qu'ils vont vivre est filmée par un membre de leur famille. Je regardais dans le Juda et j'ai vu un homme barbu et j'étais sûr à 100% que c'était les hommes de Kadyrov. Mais comme j'avais l'immunité de juge, je pensais qu'ils ne pouvaient rien me faire, à moi et encore moins à ma femme. En plus, elle a toujours été uniquement mère au foyer.
Je n'arrive même pas à écouter ça. Toujours protégé par son statut, Saïda est intouchable. Les hommes de Kadyrov kidnappent donc sa femme. En gros, ils la traînent. Je commence à la défendre. Ils crient. Leurs supérieurs crient. Ils ont tous des masques, des capuches. Je leur dis, mais quel genre d'agent vous êtes? Vous ne montrez pas vos visages, vous êtes des bandits. Je vous déteste et je déteste votre chef. Ils ne l'ont même pas laissé prendre un manteau et l'ont traînée pieds nus. Elle n'arrivait pas à rester debout, elle pouvait à peine marcher car elle est malade. Elle a perdu connaissance. Ils l'ont donc traînée directement dans l'ascenseur puis sur le sol. Zarima, 57 ans, est diabétique. Dans cette voiture noire, elle est emmenée dans une prison à Grozny où elle est depuis détenue. Ma femme est entre leurs mains. Comment voulez-vous que je me sente? Je deviens fou, je me sens totalement impuissant. Elle est complètement innocente. Au contraire, elle grondait notre fils en lui disant « Laisse ce con, un jour viendra où Kadyrov s'en ira ». Moi, je n'ai jamais blâmé mes fils pour ça, pour leur engagement. En revanche, Kadyrov m'a toujours dégoûté. C'est un sale traître et un chien vendu. Ramzan Kadyrov ne semble pas prêt à faire le moindre geste pour la libération de Zarima. Pas étonnant pour celui qui se targue aujourd'hui d'être le dirigeant le plus sanctionné au monde par la communauté internationale, avec 68 restrictions et condamnations, devant son maître, Vladimir Poutine.